Nous sommes en l'an 1462. Le printemps arrive dans les Balkans, mais il n'apporte aucune chaleur. Du sud, un empire se met en mouvement. L'armée ottomane traverse les terres chrétiennes, forte de 90 000 hommes, peut-être plus. Une cavalerie qui a balayé 2 continents. Des janissaires qui ont brisé les murs de Constantinople 9 ans auparavant. Une artillerie qui a réduit la pierre en poussière. À leur tête chevauche le sultan Mehmed II, âgé de 29 ans, le conquérant de la grande ville, l'homme qui a accompli ce que des générations de sultans n'avaient pu faire. Il est venu vers le nord pour finir ce que ses ancêtres ont commencé, pour enchaîner les dernières principautés chrétiennes entre le Danube et les Carpates, pour sécuriser la frontière, pour rendre la soumission absolue. L'Europe regarde de loin. La Hongrie est épuisée, incapable de lever une autre armée. Venise est préoccupée par sa propre survie. Le pape lance des appels qui n'émeuvent plus les rois. La Pologne reste silencieuse au-delà des montagnes. Aucune aide ne viendra. Sur le chemin de cet empire se dresse la Valachie, une principauté si petite qu'elle apparaît à peine sur les cartes dessinées à Rome ou à Paris. Une terre de bergers et de soldats, de champs et de forêts, et de rien d'autre. Son dirigeant est un homme que l'Europe ne connaît que par la rumeur. Vlad III, fils du dragon, voïvode de Valachie. Les Turcs l'appellent Kaziklı Bey, le prince empaleur. Enlevé enfant et élevé dans leur cour, instruit dans leurs coutumes, Vlad a appris leur langue, leur tactique, leur cruauté. Il comprend l'Empire et il comprend ce qu'il fait aux terres qui plient. Les chiffres sont incontestables. La Valachie peut aligner peut-être 20 000 soldats, fermiers, petite noblesse, mercenaires tenus ensemble par le désespoir contre 90 000 hommes, contre les canons et l'Empire, contre l'inévitabilité elle-même. Les forteresses sont peu nombreuses, les murs sont faibles, les alliés sont absents. Tout autre souverain négocierait, enverrait un tribut, plierait le genou, accepterait même l'esclavage pour survivre. Mais Vlad ne négocie pas. Il a payé le tribut du sultan auparavant et a regardé son peuple saigner pour cela. Il a vu ce que signifie la soumission, l'enlèvement des garçons pour l'entraînement des janissaires, l'érosion de la foi, de la loi, de l'indépendance, la transformation d'un petit royaume en une simple province. Et donc, il fait un choix différent. Lorsque le sultan a exigé davantage, Vlad a répondu en tuant les messagers. Une décision dont il n'y aurait aucun retour. L'armée ottomane traverse le Danube fin mai. Des chevaux par milliers, des trains de ravitaillement s'étendant jusqu'à l'horizon, des engins de siège roulant vers Targoviste. Le sultan Mehmed chevauche avec une confiance absolue. Ce sera rapide, une campagne punitive, une démonstration de puissance. La Valachie se soumettra ou sera effacée. Mais alors que l'armée avance, une chose devient claire. La terre devant eux change. De la fumée s'élève du nord. Contre un empire qui a conquis des villes, Vlad a choisi de conquérir la peur. Et la terre elle-même commence à disparaître. Il trouve le premier village à l'aube, encore brûlant. Pas de voix, pas de mouvement, seulement de la cendre dérivant dans les rues vides. Les puits sont remplis de pierres et de cadavres. Les greniers brûlés jusqu'aux fondations. Le bétail abattu ou chassé. Il n'y a rien à prendre, rien à manger. L'avant-garde ottomane pousse en avant. Un autre village brûlé, un autre vide. La Valachie disparaît devant eux. Vlad a donné l'ordre à travers chaque colonie sur le chemin de l'armée. Brûler les champs, empoisonner les puits, pousser les gens dans les forêts, ne rien laisser que l'envahisseur puisse utiliser. C'est une tactique ancienne, plus vieille que les empires, mais rarement exécutée avec une telle totalité. À l'intérieur de la Valachie, l'exode est biblique. Les familles abandonnent les maisons que leurs grands-parents ont construites. Les prêtres mènent leurs troupeaux dans la nature sauvage. Les nobles brûlent leur propre domaine plutôt que de les laisser abriter l'ennemi.
Les forêts se remplissent de déplacés. Les enfants dorment dans des grottes. Les vieillards meurent sur les sentiers forestiers. Les femmes accouchent sous les arbres, loin de toute aide. C'est le prix, mais c'est le prix choisi. L'armée ottomane marche plus profondément dans le vide. Leurs lignes de ravitaillement s'étirent. Leurs soldats ont faim, leurs chevaux faiblissent, et les nuits deviennent dangereuses. Au début, ce sont de petites choses. Des éclaireurs qui ne reviennent pas, des sentinelles trouvées mortes à leur poste, des chevaux qui s'emballent dans l'obscurité, la gorge tranchée. Puis, les raids commencent. De petites forces valaques, 50 hommes, 100 hommes, frappent sans avertissement et s'évanouissent. Ils frappent les chariots de ravitaillement dans le noir, allumant des feux aux abords du camp. Ils ne restent pas pour se battre, ils ne cherchent pas la gloire, ils cherchent la terreur. Les soldats ottomans apprennent vite, ne pas quitter la lumière du feu, ne pas s'éloigner, ne pas dormir profondément. Mais les raids continuent chaque nuit, de toutes directions. Aucun schéma. Le sommeil devient impossible. L'épuisement se répand dans les rangs. Les hommes sursautent aux ombres, la discipline s'effrite, la paranoïa devient la compagne du camp. Et toujours, la terre n'offre rien. Le sultan Mehmed pousse en avant. Son objectif reste clair. Targoviste, la capitale valaque. Prendre la ville, capturer Vlad, finir cela. Mehmed ordonne l'établissement du camp. Les tentes sont montées, les étendards sont plantés, des feux sont allumés à travers une vallée. 90 000 hommes s'installent pour un repos inquiet. Le sultan se retire dans sa tente de commandement, entouré de ses janissaires. Demain, ils prendront la capitale. Demain, ce sera fini. Mais Vlad n'est pas à Targoviste. Il est dans les collines à observer, comptant les feux, mesurant les distances, attendant le moment le plus profond de la nuit. Il a préparé quelque chose qu'aucun commandant ottoman n'attend. Pas une défense, une attaque. Ses officiers pensent qu'il est fou d'attaquer 90 000 hommes avec 10 000, de frapper le sultan lui-même. Mais Vlad a vu la peur dans les rangs ottomans, et il sait que les empires ne se brisent pas à cause des défaites, ils se brisent par la peur. Les officiers s'apaisent, le camp se calme, les gardes montent leurs factions. La lune se lève puis se couche, l'obscurité s'épaissit. Puis, dans l'obscurité la plus profonde, les torches commencent à bouger. Elles viennent sans bruit. Des milliers de soldats valaques se déplaçant à travers la forêt noire. Les sabots des chevaux enveloppés de tissu, les torches couvertes jusqu'au moment final. Vlad chevauche en tête. Il connaît cette terre, chaque colline, chaque sentier. Ses éclaireurs ont cartographié le camp ottoman en détail. Il sait où se dresse la tente du sultan. C'est la cible. Pas la victoire, pas le territoire, pas la gloire, le sultan. Si Mehmed meurt ce soir, l'armée s'effondre, l'invasion prend fin, l'empire est plongé dans le chaos. Tout dépend de la vitesse, de l'obscurité et de la terreur. 2 heures du matin. Le signal. Les torches s'allument. La cavalerie valaque explose de la lisière des arbres. Ils ne chargent pas en formation, ils se dispersent comme des loups dans le camp ottoman depuis 3 directions. Le chaos éclate. Les tentes prennent feu, les chevaux hurlent et s'arrachent de leurs attaches. Les hommes se réveillent face aux flammes et aux cris dans une langue qu'ils ne parlent pas. Personne ne sait d'où vient l'attaque. Personne ne sait combien il y a d'attaquants. Personne ne sait quoi défendre. L'obscurité elle-même devient l'ennemi. Les soldats ottomans trébuchent hors de leur tente dans la folie. Certains saisissent des armes, certains courent, beaucoup meurent sans comprendre ce qui se passe. Les unités se forment, puis se dispersent. Des ordres sont criés et ignorés. Les janissaires, l'élite, le noyau discipliné tentent d'organiser une défense, mais ils combattent des ombres. Chaque fois qu'ils se tournent pour faire face à un attaquant, une autre torche apparaît derrière eux.
Les hommes de Vlad incendient les chariots de ravitaillement, abattent des grappes de soldats, poussent les chevaux paniqués à travers le camp. Ils ne s'arrêtent pas. Ils poussent plus profondément vers le centre, vers Mehmed. La nouvelle atteint la garde du sultan. Ils savent ce qui se passe. C'est un assassinat. Mehmed est tiré de sa tente, une armure jetée sur ses épaules. Ses officiers l'entourent. Un carré de combat se forme. Les Valaques pressent plus près. Vlad lui-même chevauche à vue de la position du sultan. 50 mètres, 40. Les épées s'entrechoquent à la lumière du feu. Pour un moment, l'histoire oscille sur le fil d'une lame. Si Vlad atteint Mehmed, l'Empire perd son conquérant. L'étendard du sultan vacille alors que les hommes tombent autour de lui. Mais la garde tient bon et l'obscurité commence à s'estomper. L'aube arrive. Vlad voit le ciel s'éclaircir à l'est. Son avantage lui glisse entre les doigts. À la lumière du jour, les nombres parleront, 90 000 contre 10 000. Il donne l'ordre « repli ». Les Valaques se désengagent. Ils se dispersent vers les forêts aussi vite qu'ils sont venus. Les torches disparaissent dans les arbres. Le camp ottoman est laissé en ruine. Des feux brûlent encore, des blessés crient, des morts sont éparpillés sur le sol piétiné. Les estimations compteront plus tard entre 5 000 et 15 000 pertes ottomanes. Les Valaques perdent peut-être 1000 hommes, mais les chiffres ne sont pas le but. Le sultan Mehmed a survécu. L'attaque nocturne a échoué de quelques mètres. Et pourtant, l'armée ottomane est ébranlée. Les officiers se disputent, les soldats s'interrogent. Leur conquérant invincible a failli être tué dans son propre camp. Mehmed ordonne de continuer l'avance. Il ne fera pas demi-tour. L'armée marche vers Targoviste. La capitale est proche maintenant. Mais quand ils arrivent, ils ne trouvent pas de mur gardé pour la défense. Ils ne trouvent pas une ville se préparant au siège. Ils trouvent les portes ouvertes, les rues vides. Et au-delà de la ville, s'étendant au loin sur des kilomètres, quelque chose qui arrête chaque homme net. Ce qui l'attendait n'était pas une armée, mais un message. Ils le sentent avant de le voir. La mort, douce, âcre, épaisse et indubitable. Puis ils contournent la colline et la forêt apparaît. Pas des arbres, des pieux, des milliers d'entre eux enfoncés dans la terre, en rangées, qui s'étendent à perte de vue. Et sur chaque pieu, un corps. Des prisonniers ottomans, des soldats capturés, des traîtres, des collaborateurs. Certains sont morts depuis des semaines, d'autres bougent encore faiblement dans le vent. L'armée du sultan s'arrête. Aucun ordre n'est donné. Les hommes s'arrêtent simplement de marcher. Ils se tiennent en silence devant la forêt des morts. 20 000 cadavres, peut-être plus, tous tournés vers la direction de l'avance ottomane, tous placés avec un soin délibéré. Ce n'est pas la séquelle d'une bataille, c'est du théâtre. Un message écrit dans la chair et le bois. Vous n'êtes pas en Valachie pour conquérir, vous êtes en Valachie pour mourir. Les officiers regardent Mehmed. Le sultan qui a brisé Constantinople fixe le champ de pieux. Son visage ne trahit rien, mais quelque chose bascule. Targoviste s'étend devant eux, vide, sans défense. La capitale est à lui s'il la prend, mais la prendre ne signifie rien. Vlad n'est pas là, le peuple n'est pas là, les provisions ne sont pas là. Il n'y a que la mort et la promesse de plus de morts. L'armée est épuisée. Les lignes de ravitaillement faillent, les hommes sont terrifiés, et les nuits continueront de venir. Ce n'est pas une terre à conquérir, c'est une terre qui les consumera. Mehmed donne l'ordre. Retraite. Pas une retraite totale, pas officiellement. Il déclare victoire. Il place un voïvode fantoche sur le trône de Valachie. Il marche vers le sud avec sa dignité intacte. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Le sultan qui a conquis la plus grande ville de la chrétienté a fait demi-tour devant un champ de cadavres. L'Empire rentre chez lui. La Valachie demeure. Pas libre, pas encore, pas victorieuse au sens traditionnel, mais invaincue.
Le règne de Vlad ne durera plus très longtemps. En quelques années, il sera renversé par des rivaux et des ennemis politiques. En une décennie, il mourra, peut-être assassiné, peut-être au combat. L'Ouest se souviendra de lui comme d'un monstre. Des histoires se répandront sur sa cruauté. Des pamphlets allemands le dépeindront dînant au milieu des empalés. Son nom sera invoqué comme un avertissement contre la tyrannie et la soif de sang. Mais en Valachie, la mémoire est différente. Ici, il est le voïvode qui a refusé la soumission, qui a choisi un chemin si sombre que même ceux qui l'ont parcouru avec lui pouvaient à peine le comprendre, qui a compris que contre un empire, la droiture ne suffit pas, que la foi ne suffit pas, que le courage ne suffit pas. Parfois, la survie exige quelque chose de plus vieux, quelque chose de primal, la peur. Non pas la peur d'être conquis, la peur du conquérant. Vlad a effrayé les Ottomans. Non de perdre, mais de gagner. Il a transformé sa terre en un cauchemar si complet que même la victoire aurait un goût de scène. Et pour un été, cela a fonctionné. Les pieux sont restés debout pendant des années, visibles depuis les routes, un monument que les voyageurs rapportaient avoir vu à des kilomètres de distance. Un avertissement aux empires, une mémoire qui ne s'effacerait pas. Les empires sont bâtis sur la peur. Cette nuit-là, la peur a changé de camp.